Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'histoire des grandes maisons de couture. On attaque tout de suite avec Prada. C'est parti. L'histoire débute en 1913 quand deux frères qui se nomment Mario et Martino Prada décident de fonder leur entreprise. Au début, leur marque s'appelait Fratelli Prada, qui veut dire les frères Prada. Et donc ils ouvrent une première boutique à Milan où ils vendaient tout d'abord des articles en cuir comme des malles, des sacs à main ou des chaussures. Alors à l'origine c'était une maison très patriarcale parce qu'en fait Mario refusait catégoriquement que les femmes de sa famille prennent part à l'entreprise. On était donc très loin du modèle Fendi. Donc Prada va avoir beaucoup de succès, c'est une marque synonyme de qualité, de luxe, mais pour autant elle ne connaît pas encore le succès fulgurant qu'on peut lui attribuer aujourd'hui. En fait, il faut attendre l'arrivée de femmes dans l'entreprise pour que la marque décolle. En fait, il arrive à un moment où Mario, il doit prendre sa petite retraite, il se fait trop vieux. Sauf que son fils en a un petit peu rien à faire de l'entreprise familiale et n'a pas envie de reprendre la suite. Du coup, c'est la fille de Mario, Louisa, qui reprend alors les rênes. Chez Mario. Donc Louisa va reprendre l'entreprise, ça continue comme ça sans énorme succès non plus, jusqu'à ce que la fille de Louisa arrive et cette fille s'appelle Miuccia. Donc Miuccia arrive en 1978 et on peut penser qu'elle ne se destinait pas du tout à la mode puisqu'elle a fait des études de sciences politiques et même de théâtre de mime et elle a également été militante communiste et féministe. Donc c'est une femme qui savait vraiment ce qu'elle voulait dans la vie. Avec elle, Prada va prendre une toute autre tournure. Pour elle, la mode c'est un moyen de communiquer ses idéaux. Déjà adolescente, elle se rebellait en portant des vêtements Yves Saint Laurent, qui je le rappelle, lui aussi était un petit peu un rebelle de la mode avec le cuir noir, etc. En 1970, notre petite Miuccia va faire la rencontre de Patrizio Bertilli, qui va plus tard devenir son futur mari, mais c'est surtout un entrepreneur très talentueux et à eux deux, ils vont donc reprendre en main la maison Prada. D'ailleurs, c'est Patrizio qui lui suggère de commencer à dessiner des vêtements et au début, Miuccia était très réticente, mais elle a fini par accepter au moment où Patrizio lui a proposé d'engager des gens pour le faire. Et donc c'est comme ça que Prada a commencé à développer son prêt-à-porter femme en 1988. Bon, du coup on l'a dit, pour l'instant Prada c'est une marque reconnue pour sa qualité. On a déjà quelques modèles en place qui sont devenus des classiques et qui le sont encore aujourd'hui, comme par exemple le sac Saffiano qui avait été créé par Mario. Et on peut noter qu'en 1919, Prada était devenu fournisseur officiel de la famille royale italienne. Donc c'était pas n'importe quelle marque non plus quoi. Et d'ailleurs c'est pour ça que Prada a le droit d'utiliser le sceau de la famille des Savoie dans leur logo. Voilà, si vous aviez jamais remarqué, maintenant vous savez pourquoi il y a une couronne dedans. Mais bon, tout ce bazar là, la royauté, le classique, etc. Vous vous doutez bien que c'est pas ce qui stimule le plus Miuccia. Donc elle va chercher quelque chose d'un peu plus disruptif que la maroquinerie classique de son grand-père. À partir de 1980, elle va commencer à utiliser une matière en nylon soyeux qui s'appelle le Pocono. C'était une matière résistante à l'eau et qui était utilisée notamment pour les parachutes ou encore les tentes militaires. A noter qu'à l'époque, cette matière était plus chère à utiliser que des matières dites nobles comme le cuir ou la soie, tout simplement parce que personne ne les utilisait dans la mode. Donc à partir de 1980, beaucoup d'articles sont produits dans cette matière, mais il faut attendre 1984 pour qu'un article fasse vraiment parler de lui. Et donc c'était le backpack Vela qui va être en rupture totale avec tous les sacs classiques de l'époque, en cuir, etc. Par contre, il faudra attendre les années 90 pour qu'il ait vraiment du succès grâce au mouvement grunge notamment. Et en 1985, ils ont créé également le tote bag en Pocono. Donc Prada utilise cette matière pour les sacs, mais également pour les vêtements. Avec Miuccia, le luxe va devenir pratique grâce à cette matière qui est résistante à l'eau et qui est beaucoup plus légère que le cuir. Il y a eu une réédition de sac à main en nylon en 2019 et ça a été un carton, preuve que c'était quand même quelque chose d'assez avant-gardiste. En 1983, la marque entame son chemin pour devenir une marque iconique. Ils ouvrent une nouvelle boutique à Milan et dans cette boutique, tous les murs sont complètement en verre. Donc c'est ce fameux verre clair que Prada a réutilisé pour tous ses autres magasins par la suite et qui est devenu iconique. Du coup, avec le succès des années 90, vont émerger de nouvelles gammes, notamment le prêt-à-porter masculin en 1993, ou encore la marque petite sœur de Prada qui est Miu Miu, à l'effigie du surnom de Miuccia. Miu Miu, c'est une marque plus jeune, avec plus de fantaisie et qui est également plus abordable, mais tout aussi rebelle.
Pour en faire la promotion, chaque année, Miu Miu demande à des réalisatrices de créer des courts-métrages où elles ont complètement carte blanche. La seule chose, c'est qu'elles doivent mettre en avant les nouvelles collections Miu Miu. Et ces courts-métrages sont présentés au Venice Film Festival. Et d'ailleurs, Lena Situation s'est rendue à l'édition de cette année. Donc il faut savoir qu'il y a vraiment des pointures du cinéma qui ont joué pour ces courts-métrages. Pour Prada comme Miu Miu, les collections sont toujours très peu sexualisées parce que Mucha n'apprécie pas vraiment les vêtements qui dévoilent la peau à outrance, les décolletés, etc. Donc voici quelques-unes des pièces les plus iconiques de Prada. On a tout d'abord les stilettos flammes qui ne sont pas sans rappeler les flammes sur les voitures de tuning, donc c'est quelque chose qui pourrait être sacrément bof. Pourtant ça a été un hit. Dans le même délire, en 2010, on avait déjà eu des chaussures chandeliers et là dernièrement ils ont sorti des espèces de grosses boots avec un petit porte-monnaie accroché à la cheville. Je pense que ça va faire un énorme carton parce qu'on est pile dans la tendance des grosses chaussures en ce moment, genre les Doc Martens qui reviennent énormément et avec le petit porte-monnaie en nylon sur la cheville qui fait la différence. Franchement, moi déjà, je suis fan. Dans les années 2000, la marque continue de se diversifier avec notamment Prada Sport, Prada Eyewear et Prada Beauty. Donc Mucha veut donner une nouvelle image à la mode. Elle veut montrer que ce n'est pas qu'une frivolité mais bien un moyen de communiquer ses idées et elle s'adresse particulièrement à l'élite intellectuelle et culturelle dont elle a fait partie elle-même et qui pouvait notamment se moquer totalement de la mode. Mucha ne se préoccupe absolument pas de savoir si sa marque grandit ou pas sur le marché. Elle ne crée pas des vêtements dans le simple but de les vendre. Et d'ailleurs j'ai une petite anecdote sur un article qui n'a jamais été commercialisé. Du coup si vous avez déjà vu des best-of de gamelles, de mannequins sur les podiums, etc. vous avez sûrement déjà vu un extrait du défilé de 2009. Ça a été un carnage chez Prada à cause d'une collection de chaussures particulièrement haute. Il y avait des mannequins qui s'arrêtaient en plein milieu du défilé pour enlever leurs chaussures. C'est vraiment le gros bordel. Il y a même des journalistes qui ont dit qu'ils n'arrivaient pas à se concentrer sur le défilé tellement ils lisaient la peur dans les yeux des mannequins. And the fear in the model's eyes made it quite difficult to concentrate on the clothes. I thought it was quite distressing to watch. Donc c'est finalement une chaussure qui n'a jamais été commercialisée. En même temps, pas sûr que beaucoup de monde l'aurait achetée. En 2003, c'est la sortie du roman Le Diable s'habille en Prada, un succès planétaire, suivi 3 ans plus tard de son adaptation au cinéma. Pourtant, comme Anna Wintour qui a inspiré le personnage de Miranda Priestly, les deux femmes n'ont pas particulièrement apprécié cette œuvre. Mucha a déclaré avoir détesté le livre, mais elle a trouvé le film un petit peu plus fun. Et ce qui est marrant, c'est que ce film a créé un véritable lien entre Mucha et Anna. Et si elles n'ont pas apprécié au début, elles ont fini par se dire que c'était quelque chose de bien pour elles, une publicité énorme gratuitement, et en plus elles ont gagné une amitié, donc tout bénef. Si vous voulez plus de détails des tenues de Prada dans le film, je vous invite à aller voir ma vidéo La mode dans Le Diable s'habille en Prada, où j'analyse les costumes et les styles des personnages, etc. Donc allez-y, c'est très sympa. Mucha a plusieurs fois refusé de travailler avec des marques de fast fashion, par exemple comme H&M, alors que Balmain ou Isabelle Marant avaient accepté. Comme raison, elle a donné que pour elle, si le prix d'un vêtement est trop bas, alors il faut se demander pourquoi il est si bas. Et elle a pas tort. Dans cette logique responsable, Prada a créé en 2019 une collection en éconyle. C'est du nylon recyclé et recyclable. Et leur objectif d'ici 2021, c'est d'arrêter totalement le nylon et d'utiliser exclusivement que de l'éconyle. Ils ont d'ailleurs créé une série de courts-métrages, encore des courts-métrages, décidément ils adorent ça, donc avec le National Geographic pour montrer un petit peu comment est produite cette matière en toute transparence. En avril 2020, on a appris l'arrivée de Raf Simons qui est l'ancien directeur artistique de Dior. Ils avaient déjà travaillé ensemble en 2005 puisque Raf Simons était directeur artistique de Jil Sander et que Jil Sander est une marque qui a été rachetée par Prada. Ils ont donc créé à 4 mains une collection qui a été présentée le 24 septembre dernier, donc c'est la collection Printemps-été 2021. Ça a été un défilé quasiment exclusivement digital, même si certains journalistes ou grandes personnalités avaient quand même été invités à aller voir le défilé. Donc il y a eu beaucoup de silhouettes 70s, des couleurs assez pop, des pièces sportswear et évidemment de l'éconyle, avec des coupes assez droites, strictes et minimales. Le logo triangulaire était beaucoup plus mis en avant qu'à l'accoutumée parce que de base Mucha n'aime pas trop mettre en avant les logos, les monogrammes, etc. Donc voilà, on va voir ce que ça donne dans les prochains défilés. Donc pour résumer, Prada est aujourd'hui devenue une maison incontournable grâce à Mucha. Ils ont bouleversé la vision qu'on se faisait du luxe en imposant le nylon comme matière noble et Mucha a reçu en 2018 le Outstanding Achievement Award par la British Fashion Award, ce qui souligne sa contribution pour l'industrie de la mode, son innovation et sa créativité. Prada c'est donc une marque anticonformiste, extravagante, mais pour autant c'est une marque qui reste très glamour, à mon goût en tout cas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaine si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt, bisous!